Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous sur la pause déjeuner. J'espère que vous êtes munis de sandwich. Moi, je suis Grégoire Alix Tabeling. Je suis un des cofondateurs de l'agence de design d'intérêt général qui s'appelle Vraiment Vraiment. Et Je suis Xavier Figuerola, pareil, designer et un des cofondateurs de VB. Enchanté tout le monde. alors, c'est le mois de l'innovation publique et on s'est dit que c'était important, ça peut être bien qu'on fasse une petite intervention. C'est pour ça qu'on a décidé d'organiser ce webinaire et de vous le proposer. Alors, on est très content que des gens se soient inscrits, que vous soyez là, et vous êtes un public assez diversifié. Vous avez différents profils. Il y a des étudiants et des étudiantes en design, des agents publics, des gens qui font déjà du design pour les politiques publiques. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose qui soit le plus large possible pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Il y a certaines notions qu'on vous présentera, qui seront abordées parfois un peu vite, notamment sur le design. C'est notre vision des choses, hein, mais l'idée de ce moment et de ce mois de l'innovation publique, c'est aussi de partager et de pouvoir discuter sur notre approche et sur notre métier. Donc, durant ce webinaire, on commencera par une petite présentation de pourquoi les données politiques publiques et d'où ça vient. Ensuite, quels sont selon nous, je maintiens, hein, j'affirme ce selon nous parce que ça, là aussi, c'est quelque chose qui est propre à vraiment, quels sont les piliers du design des politiques publiques. On vous présentera ensuite quelques cas d'usage pour illustrer ce qui est possible de faire et ce que nous, on développe avec nos partenaires dans nos projets. Et enfin, on fera une petite ouverture sur la suite et ce qu'on pourrait continuer à faire et pourquoi pas ensemble. Déjà, un petit mot sur le design, parce que peut-être des personnes sont éloignées de cette notion et de cette discipline. On commence avec cet objet, peut-être que beaucoup de gens connaissent, c'est un presse-citron qui a été dessiné par Philippe Starck. C'est un objet assez emblématique du design. Et pourquoi on commence par ça? Parce que souvent, le mot design est associé à plutôt une esthétique, une approche formelle. C'est même parfois utilisé comme un adjectif. Un objet est design. En l'occurrence, celui-ci est design. Hein, je l'ai. Il est dans ma cuisine. Il me sert à trôner dans ma cuisine. Je presse peu de citron avec. Et sans rentrer pas du tout sur une critique de cet objet quelconque. En fait, on commence par ça parce que souvent, c'est l'idée qu'on a de ce que peut être le design. C'est un objet qui a été, dont l'esthétique a pris une importance assez forte. Pourtant, ce design qu'on appelle design d'édition n'est pas la plus grande partie du monde du design. Il y a une autre frange, une autre manière d'aborder cette discipline qui s'appelle le design industriel. L'autre objet qu'on vous présente là, c'est une attelle qui a été dessinée par un grand designer, enfin, un couple de designers plutôt, Ray et Charles Eames, dans les années 40, en pleine Seconde Guerre mondiale. Ray et Charles Eames sont connus pour des pièces de design assez emblématiques, comme la chaise que peut-être vous connaissez. Et pourquoi je parle de cet objet-là? En fait, c'est une attelle qui a été dessinée pendant la guerre à destination de l'armée américaine. Et là, en fait, l'usage prévalait complètement à l'esthétique. L'idée était de faire quelque chose qui soit le plus facilement transportable, empilable, fabricable en grande série rapidement, et qui soit qui évite de faire mal, voilà, aux blessés, aux soldats blessés. Et qui a en fait cet objet a donné aussi l'occasion d'essayer et de tester de nouvelles techniques, notamment le fait de courber du bois qui est, j'ai oublié le terme exact, mais superposé. Et en fait, c'est là, pour le coup, à la fois la logistique, la fabrication et l'usage rentrent en ligne de compte énormément et en fait guident la forme de l'objet. Ça, c'est ce qu'on appelle le design industriel qui nous entoure au quotidien et qui est plutôt dans cette mouvance-là que nous, on va s'inscrire. Je vais faire un petit schéma assez rapide, mais pour vous dire que voilà, en fait, à l'origine, on s'inscrit plutôt dans cette logique de design industriel, de design produit. Évidemment, il y a 20-30 ans, la société évoluant et passant d'une société de produits à une société de services, le design s'est adapté pour devenir le design de service, sans effacer évidemment les industries qui continuent et qui restent une discipline à part entière. Avec l'avènement du numérique, d'autres pratiques comme le design de user interface, l'interface utilisateur, qui
qui a fait son apparition, le design d'expérience, UX design, d'autres pratiques plus inscrites dans la recherche, parfois même dans quelque chose qui pourrait se rapprocher de l'art, qui sont apparus au début des années 2000 et 2010, les design d'interaction, le design fiction, le design spéculatif, qui eux ont plus pour but d'interroger la société par ses formes. Et puis évidemment, il existe plein d'autres disciplines que vous connaissez sûrement, le graphisme, le design d'espace et la scénographie, le design de mobilier, et puis des disciplines de la conception autres, mais qu'on va mobiliser là, qui sont l'architecture, l'urbanisme, le paysagisme, dont sans être complètement le même travail, on est quand même des cousins assez proches. Voilà, donc ça pour dire qu'en fait, dans le design, il y a beaucoup de branches, beaucoup de métiers qui nécessitent des compétences différentes. On n'est pas un designer produit ne peut pas être remplacé par un graphiste et inversement. C'est autant de métiers différents dans lesquels va s'inscrire notre pratique. Mais pour voilà, dire ce qui est un petit peu, selon nous, au centre de ça, ce qui nous semble être la capacité et la vraie compétence des designers, c'est de travailler tout le temps le dessin et sa concrétisation. C'est-à-dire d'avoir toujours une idée en tête, un objectif, un dessin, EIN, comme c'est souvent dit, et d'avoir une attention permanente à la manière dont ça va se réaliser. Et de cette rencontre entre un dessin et sa réalisation technique, en fait, naît un projet. Et cet aller-retour permanent qu'on est capable de faire et qui nous permet, en fait, de mener des projets jusqu'au bout. Et je pense que c'est une vraie force des designers. Design et action publique. Alors, effectivement, design et action publique, ce ne sont pas deux mots qui sont, enfin, c'est de plus en plus le cas, mais deux mots qui sont facilement assimilables, dont on voit nécessairement ce qu'il en résulte. Et pourtant, c'est notre travail aujourd'hui. Vous voyez, nous, on se situe à peu près là, c'est-à-dire qu'en fait, on emprunte, le design des politiques publiques emprunte à beaucoup d'autres disciplines, au design de services, évidemment, en priorité, mais aussi au graphisme, au design d'espace, au design de mobilier, parfois au design plus issu de la recherche, comme je vous disais, et à l'UX design et le design d'interface. Sans être, pour nous, c'est un design qui doit regrouper ces différentes compétences, sans les gommer, évidemment. Hein. Nous avons dans notre agence des gens qui sont spécialisés en graphisme, d'autres en UX design. Et puis, qui fait aussi, qui laisse une grande part aux autres métiers de la conception, architecture, urbanisme et paysagisme, et qui convoque d'autres champs, comme les sciences politiques, par exemple, la sociologie, la rédaction, l'éducation populaire, la vidéo, bref, en fait, on pourrait en citer beaucoup. Et voilà, on est à la croisée de beaucoup de disciplines qu'on va solliciter, parfois nous-mêmes, parfois en travaillant avec d'autres partenaires, mais toujours dans une logique de pluridisciplinarité. Et ce qu'on sait faire, comme je vous le disais tout à l'heure sur le design de manière générale, c'est faire ce lien entre ambition et terrain, une ambition portée par une politique publique, une ambition de résultat, d'action ou d'amélioration de la vie ou de conditions de vie d'usagers ou citoyens qu'on souhaite mener, et le terrain, c'est la manière dont on va s'y prendre, quelles sont les conditions, qui va le faire, avec quels outils, dans quels espaces, à quelles échelles. Voilà. Donc, nous, notre travail en tant que designer des politiques publiques, comme les designers, c'est de faire ce lien entre ambition et les réalités du terrain, les réalités du travail, des agents et de l'administration. Notre travail est de prendre en considération les usages à toutes les étapes d'un projet. Un projet, pour nous, ça va de la définition du brief, poser les conditions du projet, comprendre le contexte, comprendre les besoins réels tels qu'ils peuvent être exprimés par les usagers, on reviendra sur cette notion d'usager ensuite, et de le travailler avec eux, avec ces usagers, tout au long du projet, à savoir au moment où on comprend leurs besoins, au moment où on fait de la conception, au moment où on fait de la production, du test, et ensuite du déploiement. Pour nous, c'est important qu'ils aient leur place à chacune de ces étapes. En ce sens, on pense distinguer de quelque chose qui a émergé aussi au milieu des années 2000, qui est le design thinking, qui est l'idée qu'en fait, il y a une pensée de design qu'on peut transmettre et appliquer. On n'est pas fondamentalement opposé à cette idée de design thinking, sans pour autant estimer que c'est notre métier. La grande différence étant qu'en fait, nous, notre travail part du début, c'est-à-dire de la compréhension et de l'analyse des besoins sur le terrain, au suivi de fabrication ou au suivi de déploiement. Là où parfois le design thinking s'arrête plutôt sur la partie idéation, c'est-à-dire essayer de générer des nouvelles idées. Pour nous, c'est important d'être très ancré sur le terrain et d'avoir une vraie connaissance en amont
du contexte, aussi en prévision de son déploiement futur, de pouvoir construire une équipe de travail qui dure avec des agents et des usagers qui va s'inscrire dans le long terme, et ensuite de pouvoir vérifier que les propositions qu'on va faire, qu'on dessine et qu'on conçoit, soient réalisées, réalisables et désirables. Et ça, donc ce travail se fait, comme je vous le disais, de l'analyse du terrain au déploiement d'une stratégie et à la réatterrissage du projet dans le concret. Pour nous, ce sont des démarches longues dans lesquelles on s'engage systématiquement avec plusieurs étapes, dont certaines qui peuvent s'apparenter à design thinking, mais qui ne sont pas le cœur de notre travail. Alors, design et action publique, qu'est-ce que produit cette rencontre? Là, je vous donne ce qui est, selon nous, les différents champs d'application. D'autres designers peuvent travailler autrement. Mais chez VV, voilà ce qu'on fait. On fait beaucoup de projets de transformation publique, c'est-à-dire de transformation des administrations elles-mêmes, parfois des projets d'innovation sociale, des projets de prospective administrative. Ça, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est se projeter sur l'administration de demain. Comment est-ce qu'elle s'organisera? Quels seront les métiers, les outils pour faire face aux défis qui nous attendent dans les années et les décennies futures? Un travail d'urbanisme tactique, c'est-à-dire de voir comment est-ce qu'on fabrique des espaces publics qui accompagnent les transitions d'usage, et ce travail de maîtrise d'usage qui nous est cher, c'est-à-dire prendre en considération les usages réels dans la conception d'un dispositif, quel qu'il soit. Alors, on s'est dit qu'on allait faire un petit retour sur le début du design des politiques publiques. Ça va être extrêmement succinct. Je vous prie de m'excuser s'il manque des choses ou des gens, s'il y a des choses qui ne sont pas citées. Peut-être nous pourrons en discuter après. Nous, quand on a commencé, c'était en 2010, il y avait un faisceau d'acteurs autour de nous qui ont permis l'émergence de cette discipline. On tient notamment à citer la FING et la 27e région, qui étaient des précurseurs là-dedans et qui ont eu l'idée de faire rentrer le design dans des projets de transformation publique avec des designers qui sont positionnés très tôt, comme Strategic Design Scenario, ou DTA, je pense particulièrement à Romain Thévenet, qui est à l'origine de la 27e région. Tout ça est parti d'une école aussi, l'ENSI, qui a permis d'imaginer que le design et l'action publique pouvaient travailler ensemble, et évidemment Plausible Possible et Talking Things, qui sont les deux petites agences qui ensuite ont fusionné pour devenir vraiment. Ça pour dire que cet écosystème-là, il y a une dizaine d'années, a eu cette idée. On en a fait partie, mais nous ne sommes pas évidemment les porteurs principaux ni les uniques personnes qui ont pu développer ça. Et c'est ce réseau-là qui a pu mettre ça en place, faire les premières expériences et mener les premières démarches de design pour l'action publique. Notamment, et ça c'était un des programmes de la 27e région, qui s'appelait les transfos publics, les transfos, excusez-moi, qui pour nous reste un programme extrêmement important parce qu'à l'origine, l'idée était de renforcer les capacités des acteurs publics, capitaliser et décémer. Les transfos, l'idée de transfo était sur un sujet donné, de monter des laboratoires d'innovation au sein des régions et donc, en tant que designer, les accompagner pour pouvoir les doter d'outils qui leur permettraient de répondre eux-mêmes aux problématiques qu'ils rencontrent. Déjà, de faire remonter les problématiques, d'imaginer les solutions et de pouvoir les déployer ensuite. Donc, à la base de cette idée était le fait de pouvoir venir outiller et aider et en capacité et rendre autonome par rapport à des projets d'innovation publique les administrations. Tout en capitalisant, des blogs étaient rédigés, chaque semaine de résidence donnait lieu à un billet, et si possible, de transmettre le maximum d'outils pour pouvoir capitaliser dessus et permettre à d'autres administrations de s'en saisir. Donc, cette idée de renforcer l'action publique était bien au cœur de l'origine du design des politiques publiques. Quels sont pour nous les piliers du design des politiques publiques? Quels sont les ports d'entrée ou ce qui nous semble être important pour pouvoir faire du design des politiques publiques? Évidemment, c'est un poncif, mais c'est important de le répéter, surtout en ce moment où parfois ça peut être moins évident de l'affirmer. Croire en l'action publique. Nous sommes persuadés que l'action publique est le bon acteur pour répondre aux besoins sociaux d'aujourd'hui et de demain, que son échelle et sa capacité d'action en font vraiment l'acteur incontournable pour régler ou préparer les crises qui peuvent nous attendre. Et nous croyons très fortement à l'idée que l'action publique puisse être le bon vecteur. Il s'agit aussi de reconnaître la nature particulière des services publics et des organisations publiques.
Pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'en fait, le secteur public est un secteur qui est complexe. Les objectifs, en tout cas, voilà, les attentes sont fortes et en fait, il y a une multiplication de boussoles. La question de l'efficacité n'est pas la seule, la rentabilité n'est pas la seule. Il y a des dimensions, il faut prendre en considération les dimensions écologiques, les dimensions sociales, les dimensions démocratiques. Et en fait, quand on travaille pour un acteur public, il y a énormément, comme je disais, de boussoles à prendre en considération. Ce qui fait de ce travail un travail qui est assez complexe, qui demande une véritable expertise et une compréhension des organisations publiques. Pour nous, l'idée que importer du privé des méthodes et les appliquer au public serait la bonne manière ou une bonne idée pour pouvoir le transformer, le rénover, est fausse. Ça demande des méthodes, des expertises et des démarches qui sont particulières. C'est important pour nous de casser cette idée-là et de dire qu'en fait, on a besoin de travailler avec une multitude d'expertises qui travaillent en pluridisciplinarité. Les projets qu'on mène sont des projets pluridisciplinaires où on donne la parole à différents experts parce que ce sont des projets qui sont par nature extrêmement complexes. Il faut être attentif à la distribution du pouvoir et à mieux le répartir. Derrière le design des politiques publiques, il y a une sorte d'insurrection, pour citer Christian Paul. L'idée est de dire qu'en fait, la parole des agents de terrain, la parole des usagers, parfois des usagers éloignés, des invisibles, en fait, est à remettre en avant. Elle doit être écoutée, elle doit être perçue, outillée, et elle doit venir nourrir la stratégie. C'est important pour nous de répartir, d'avoir une articulation entre les différentes expertises sans en gommer aucune. On ne dit pas que la parole usagée va prévaloir, sera plus importante que la parole d'un expert technique, mais elles doivent s'articuler entre elles. Donc, expertise d'usage, expertise technique et positionnement politique sont à travailler, sont articulés ensemble pour qu'elles puissent s'enrichir les unes les autres sans en gommer une. Et pour nous, c'est vraiment important de venir ramener, et notre travail est souvent de forcer le point de vue usager dans la stratégie et le déploiement de politique publique. En sens, c'est effectivement une redistribution du pouvoir, une répartition du pouvoir, notamment dans des questions d'arbitrage, pour être sûr qu'en fait, à ces moments-là aussi, la parole des usagers soit entendue et soit respectée. Cette notion de réelle symétrie d'attention est forte. Je parlais des usagers tout à l'heure, les usagers finaux, les bénéficiaires d'une politique publique par exemple, ne sont pas les seuls usagers d'une politique publique. Pour nous, il est vraiment important de considérer également les agents, les gens qui vont instruire une politique publique comme des usagers, d'avoir une symétrie d'attention entre ceux qui vont instruire, déployer une politique publique et ceux qui vont en bénéficier. Il faut travailler avec eux. La satisfaction usagée, c'est pas quelque chose qui me semble être un objectif valable pour une politique publique. On peut pas simplifier notre travail à ça. L'idée est vraiment de construire un système qui fonctionne et en étant sûr que les agents publics, eux aussi, en fait, trouveront une qualité de vie et un sens au travail qui leur permettra de déployer correctement cette politique publique-là. Donc pour nous, la symétrie d'attention, à la fois sur les moments de terrain et sur les moments de co-conception, est particulièrement importante. Pensée concret. Alors, on reste designer, nous, on s'est formalisé, on aime faire des choses, et cette fait de penser concret va influencer le projet du début jusqu'à la fin. Dès le premier pas qu'on va faire dans un service, pour des moments d'immersion ou de compréhension du contexte, on va déjà avoir une attention à la fois aux éléments concrets, aux outils, aux espaces, aux supports de communication, souvent aux choses qui sont assez informelles, aux organisations, par exemple, où est-ce qu'on va mettre les bureaux, comment on les place. Cette pensée concrète va être vraiment importante. Et on va toujours avoir en tête la manière dont le projet qu'on est en train de faire va pouvoir atterrir. C'est-à-dire que dès le début, on fait attention aux conditions d'atterrissage de la solution qu'on va concevoir ensuite. Et donc, ce travail de concrétisation, comment ce qu'on est en train de produire va pouvoir donner lieu à une solution qui soit déployable et réelle, nous infuse tout au long du projet, du début jusqu'à la fin. Faire attention à soi et au collectif. Ça, c'est un message qui nous semble très important. Et là, on parle vraiment au nom de vraiment en tant que collectif ou entreprise. En fait, il est important, et on dit beaucoup ça, de faire à la fois attention évidemment à l'intérêt général, au sujet qu'on défend, mais également à la qualité de vie
des designers qui vont travailler pour l'action publique, c'est-à-dire qu'il est important qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions, avec un salaire qui permet d'en vivre décemment. Sinon, effectivement, on peut épuiser les gens, c'est des choses qui ne peuvent pas durer, des carrières qui sont assez courtes. Il y a aussi une vraie exigence de qualité, donc il faut aussi des profils qui soient formés, qui soient de bons profils, qui puissent intervenir sur les projets. Et évidemment, on a également besoin de s'inscrire dans le temps long. Nous avons besoin pour nos clients, pour nos projets, que vraiment soit une entreprise durable, donc qui soit rentable économiquement. Donc voilà, il y a vraiment ces trois objectifs à maintenir et à travailler de concert, qui sont la défense de l'intérêt général, la qualité de vie au travail des gens qui s'engagent pour l'intérêt général, et la durabilité et la stabilité financière et l'indépendance de notre entreprise. C'est important parce que le jour où on devra travailler sur une mission sans y croire pour pouvoir faire de l'argent, on pense que nous ne serons plus au service de l'intérêt général. Donc ces trois notions-là sont extrêmement importantes et doivent être travaillées ensemble tout au long des projets. C'est aussi pour ça que nous avons construit une entreprise avec des contrats à durée indéterminée pour pouvoir apprendre à travailler ensemble et pouvoir progresser ensemble. Voilà, ce sont pour nous les piliers qui font qu'on arrive et qu'on continue à travailler pour l'action publique. Maintenant, je vais passer la parole à Xavier qui présentera quelques cas concrets de ce que le design peut faire quand il travaille avec l'action publique. Merci Grégoire. En effet, c'est important d'illustrer, d'incarner au maximum. Le design, c'est du concret, donc on a une petite sélection de projets. Le but n'est pas tant de parler des projets, mais plutôt d'illustrer, d'incarner un petit peu les différentes typologies d'objets qu'on est amené à concevoir dans le design des politiques publiques. Et voilà. Un des objets phares qui est omniprésent et j'ai envie de dire qui est assez historique, c'est en gros l'enjeu des simplifications des démarches administratives pour les usagers, qui est un sujet complexe, qui est un sujet qui n'est pas nouveau, que par ailleurs le numérique n'a pas tendu à simplifier, mais a aussi tendu à complexifier à plein d'égards. Alors, comment on fait et quel est l'apport du design dans ce genre de contexte? Le design aide à comprendre les besoins des publics éloignés, des publics les plus complexes. Ça, c'est extrêmement important. Le but, c'est pas tant d'aller voir uniquement les usagers qui sont déjà utilisateurs, c'est aussi se donner les moyens d'aller voir la diversité finalement des usagers, quitte à aller questionner les non-usagers. Et je pense qu'il y a vraiment de la créativité et de l'inventivité à déployer sur la question des allées vers, comment on va chercher les publics et comment on les invite à l'exercice de la conception. Parce que, en fait, si on ne se donne pas les moyens de concevoir avec ces non-publics, en fait, on va se retrouver à concevoir avec les mêmes. Et du coup, pas rebattre les cartes de la conception. Et ce travail de terrain, ce travail d'enquête de terrain, aller voir les usagers, les écouter, les non-usagers, se donner les moyens, est une des conditions utiles, indispensables pour qu'on puisse bien concevoir. Et ça, c'est une des valeurs ajoutées très fortes que le design peut contribuer à construire. Le deuxième aspect, c'est le design aide à mobiliser les professionnels pour concevoir les démarches plus équitables. Ça, c'est important. Alors, l'approche usagée est très connue, elle a été beaucoup, on va dire, médiatisée, expliquée, etc. L'action publique n'est pas un objet qui est uniquement conçu d'un côté, déployé de l'autre, et il faudrait n'aller voir que les usagers. Il faut aussi considérer les agents et la diversité des métiers comme étant eux-mêmes finalement des usagers de ces dispositifs complexes, et les mobiliser est vraiment incontournable parce qu'ils ont une expertise, une expérience très forte, un regard hyper intéressant. Et accessoirement, c'est eux qui vont porter ces politiques publiques dans leur dimension opérationnelle. Du coup, les convoquer à l'exercice de la conception, c'est pas une question, c'est une condition. Et il faut qu'il y ait vraiment, comme le disait Grégoire précédemment, une attention portée à la symétrie des attentions pour que, en fait, ce que l'on conçoit ne soit pas unique, ne fabrique pas uniquement de la satisfaction, mais fabrique aussi de la valorisation, soit jouable, administrable, maintenable dans le temps. Et ça, c'est un des efforts que le design peut contribuer à. Comment ? Oui, alors sur la photo, on voit un prototype en effet de
prototype de salle de consultation dans un hôpital. Et le but, c'est de tester cette salle de consultation, ce prototype échelon, avec des soignants. Le design, c'est aussi aider à améliorer les parcours vécus par les personnes. Voilà, Grégoire l'a dit tout à l'heure, hein, une des inspirations fortes, c'est le design de service. Le design de service pose beaucoup la question des parcours, des étapes. Et en fait, on s'aperçoit effectivement que l'action publique fabrique des dispositifs complexes dans le temps. Et du coup, il faut se donner un peu les moyens de comprendre ces complexités dans leur diversité et vraiment aller chercher cette profondeur, au risque de finalement fabriquer de la simplification juste au service d'une efficacité, mais pas au service finalement des usagers. Ce qu'on voit à l'écran, c'est un projet d'analyse des parcours patients dans un hôpital parisien qui nous a amené à vraiment essayer d'explorer de manière assez forte, par la cartographie, par l'enregistrement, par des visites guidées, la compréhension et la subtilité de ce qui se cache derrière une notion de parcours patient. Le design, c'est pas uniquement comprendre, c'est pas uniquement mobiliser les usagers, les agents et comprendre les parcours dans leur complexité, c'est effectivement et surtout apporter des réponses à ces complexités. Donc, le design aide à concevoir des solutions sobres et démocratiques, ça c'est très important. L'idée, c'est pas de méthodologiser les choses, de faire des choses simples pour les faire simples, c'est aussi fabriquer de la simplicité qui soit en adéquation avec des objectifs démocratiques, c'est-à-dire, en fait, on peut fabriquer de la simplicité qui va à l'encontre des usages. Ça, on sait faire, ça s'appelle du lean, ça veut dire foncer et juste simplifier au service de l'efficacité. Ça veut pas nécessairement, ça ne résonne pas nécessairement avec d'autres notions plus proches et plus démocratiques. Et ça, c'est une attention qui doit être vraiment maintenue tout au long de la conception. Alors, on fabrique et on se questionne beaucoup sur la simplification des démarches. On imagine et on rénove beaucoup des équipements publics. Ça, c'est un des objets assez importants. L'action publique ne se matérialise pas uniquement dans des formulaires. Il y a une diversité de formes dans lesquelles l'action publique s'incarne. La question des équipements en est une forte. Une piscine, un collège, un lycée, une maison de santé, une mairie. Et tous ces objets demandent aussi une attention forte parce que ces espaces sont avant tout des espaces d'accueil, sont aussi des espaces de travail avec les agents. Et du coup, les transformer, c'est aussi transformer les pratiques et améliorer finalement ces parcours. Le design aide à les maîtrises d'ouvrage à intégrer les usages et les usagers à toutes les étapes du projet architectural. Ça, c'est important. En fait, un projet architectural, c'est complexe. Voilà, là, il y a la loi MOP, il y a, entre guillemets, un certain nombre de repères incontournables dans la conduite de projet d'archi. Le but, c'est vraiment cette conduite de projet, comment on arrive à la réinventer, à insuffler à l'intérieur d'un cadre normé, une intelligence d'usage, et on vient revendiquer et essayer vraiment d'intégrer au maximum du coup l'intelligence du terrain qu'apportent les usagers, qu'apportent les agents. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un travail de prototypage de cours d'école dans un collège que l'on fait avec les collégiens, voilà, pour tester de nouveaux usages. C'est un travail concret de terrain et ça rentre littéralement dans la conduite de projet architectural. Le design crée des outils d'intégration réelle des usagers à la conception. Voilà, il y a plein de modalités pour les inviter. Créer un espace de travail avec eux, ça part en raie de rue pour questionner et améliorer des logements sociaux. Là, c'est en l'occurrence, l'exemple que vous avez à l'écran avec un projet pour Paris Habitat. Le but, c'est vraiment pas uniquement de les écouter, mais aussi créer des espaces de dialogue permanents dans la conduite de projet pour que leurs paroles ne soient pas uniquement recueillies, mais qu'elles soient aussi entendues. Il faut répéter ces attentions. Pour ajouter un petit mot sur ce projet qui nous tient vraiment à cœur, les gens que vous voyez là sont des éclaireurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont été embauchés dans le cadre des heures d'insertion sur les projets pour venir travailler avec nous. Et en fait, ils font ce travail de terrain aux côtés des équipes des concepteurs pour pouvoir travailler avec les habitants du quartier et faire le lien entre vie quotidienne du quartier, habitants et équipe d'architectes et de designers. Ce travail-là, en fait, d'imaginer une fiche de poste la fiche de poste d'éclaireur est pour nous aussi un travail de design, c'est-à-dire qu'en fait, imaginer une fonction spécifique ou nouvelle dans le cadre de ce projet-là pour pouvoir donner aux habitants une réelle place dans le groupement de conception est réellement important pour nous. Et en fait, c'est une manière, quand on dit qu'on on crée de nouveaux types d'intégration réelle des usagers à la conception, les éclaireurs, en tant que personnes rémunérées pour travailler avec nous, personnes du quartier rémunérées pour travailler avec nous, et on est réellement un.
C'est pas nécessairement des outils qui peuvent être des outils en papier ou physique, mais c'est aussi les organisations humaines qui nous permettent de faire ça. Et nous jouons aussi avec les marchés publics. Nous travaillons avec les commanditaires et les administrations pour trouver des réelles manières d'intégrer les usagers à la conception et au groupe de concepteurs. Alors, réinventer, améliorer, rénover les équipements publics, donc ça c'est visible, ça se conçoit, c'est le travail des architectes, du design, c'est une dimension matérielle forte du design des politiques publiques, assez évidente. Le but, c'est aussi dans les travaux d'équipement qu'on conduit, c'est à la fois questionner les objets au sens matériel du terme, mais aussi leur interaction avec les organisations qui sont à l'intérieur. Il y a un chapitre là-dessus, on y viendra tout à l'heure, mais c'est très important de faire dialoguer la question des équipements avec les projets d'établissement, c'est-à-dire en gros quand on a un équipement, en fait les services de ces équipements ont un projet avec un collège, et il y a un projet d'établissement qui est tenu par le principal, et du coup ça doit aussi le projet d'équipement doit dialoguer avec ce projet de service de manière à ce que tout soit cohérent. Là, ce que vous avez à l'écran, c'est un travail qu'on a réalisé aux Arches citoyennes à Paris. On a à la fois travaillé sur la question de l'aménagement des espaces communs, la question des signalétiques, mais c'est au service finalement de l'accueil de nouveaux usages, de tester de nouvelles activités au sein de ces arches citoyennes. Et le but, c'est que le travail concret du designer dialogue avec des possibilités d'activité de ce nouvel espace pour réinventer les lieux et les usages. Et donc, pour ce faire, effectivement, le design aide la maîtrise d'ouvrage à prototyper les objets, les services, les parcours. On insiste beaucoup sur cette notion de maîtrise d'ouvrage pour notamment insister sur le fait que on dialogue avec des commanditaires qui portent beaucoup de projets d'équipements publics. Réinventer des équipements publics, c'est pas uniquement toucher à la question du gros œuvre, les murs, etc. C'est aussi savoir dessiner et réinventer les usages par le dessin de petits objets. Ce que vous avez à l'écran, c'est un projet de signalétique qui a été mené dans une commune rurale à Vollore pour tester de nouveaux usages dans un espace partagé. En fait, la signalétique et l'information et la manière dont une équipe s'en saisit est un des leviers concrets pour rebattre les cartes sur les usages d'un lieu, indépendamment de redessiner le lieu, puisqu'on ne peut pas effectivement avoir toujours le loisir de redessiner des lieux. Même quand ils existent, on sait réinventer les usages autrement par de la conception plus astucieuse, plus tactique, qui touche à des objets particuliers. Et c'est pour ça qu'on a une attention forte au dessin mobilier, au dessin de signalétique, au dessin des parcours, parce que c'est toute une partie qui est pas le gros œuvre, mais qui permet vraiment de réinventer des usages et des projets de services à l'intérieur d'équipements publics. Alors, on a parlé des démarches et de la simplification, on a parlé de rénover, réinventer des équipements. Là, c'est adapter le projet d'une organisation ou d'un établissement aux défis écologiques, sociaux, démocratiques et budgétaires. Ça, c'est important. Le design questionne la question du coup matériel d'équipement et la matérialité de l'action publique. Et de fait, cette matérialité va faire bouger les lignes d'un projet ou d'une organisation. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse aussi beaucoup. On a accompagné des communes dans un projet d'administration, on a accompagné des hôpitaux dans des projets d'établissement. Le design aide à faire un bilan partagé de votre projet précédent. Ça, c'est important. On sait aussi du coup questionner des projets de services et d'établissements. Et pour ce faire, le design peut vraiment aider à aller à la rencontre des publics pour comprendre comment ces projets sont perçus. Voilà, comment est perçue l'activité d'un hôpital, comment est perçue l'activité d'une administration. Pas uniquement auprès des usagers ou des administrés, mais aussi auprès des agents. Comment on réinvente ces organisations ? En fait, on ne peut pas les réinventer si on ne va pas à la rencontre de ceux qui en sont utilisateurs, qui en sont administrateurs au quotidien. Et du coup, une partie du travail que l'on conçoit dans ce genre de contexte, c'est vraiment se donner les moyens d'aller à leur rencontre pour questionner avec eux ces projets d'organisation et les réinventer. Là, en l'occurrence, c'était sur
un exemple au CHRU de Tours, donc c'est à Tours, l'hôpital régional de Tours, et on va à la rencontre des utilisateurs dans l'espace public, à la gare SNCF, au sein de l'hôpital lui-même, pour aller recueillir les besoins. Le design aide à faire travailler ensemble les différents métiers d'une organisation. Ça, c'est très important. Voilà, une organisation est organisée sous forme de direction, sous forme de services. Ces services sont formés d'équipes différentes qui sont très spécialisées. On insiste par ailleurs sur la grande qualité et les grandes compétences des agents publics qui sont très bien formés. Mais parfois, voilà, on se rend compte que la bonne déclinaison en service, en direction service, etc., nuit parfois à une approche plus transversale de la conduite de projet. Et malgré ces expériences, ces expertises précieuses, il y a vraiment un enjeu à fabriquer de la transversalité et à faire collaborer à l'intérieur d'une organisation des différents services. Et du coup, le design peut vraiment contribuer à faciliter ce travail en créant des cadres, mais aussi en outillant ce travail. C'est pas uniquement des ateliers post-it, c'est aussi des ateliers dans lesquels on va se poser la question de quels sont les bons objets de discussion, quelles sont les conditions à réunir pour que suffit pas de mettre les gens autour de la table pour qu'ils dialoguent, quelles sont les conditions à réunir pour que les bons sujets soient posés, et aussi créer les conditions pour que les gens se sentent autorisés à contribuer, ce qui n'est pas complètement simple. Pour nous, c'est un sujet qui est vraiment important. Construire et concevoir des objets qui permettent le dialogue, qui permettent un dialogue constructif, apaisé, où chacun, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut prendre la parole, si son légitime à prendre la parole, c'est un vrai sujet de design. C'est pas un outil qui permet de faire ça, c'est pas anecdotique, ça se travaille réellement et ça se conçoit. Et l'idée étant de réussir à faire quelque chose qui à la fois donne la parole, mais permet de s'assurer que le travail qui va être fait collectivement sache réellement aboutir. Et donc, des outils qui permettent cette collaboration entre différents métiers d'une organisation sont eux-mêmes un vrai sujet de travail auquel on est réellement attentif dans toutes nos démarches. Le design aide à faire émerger une communauté mobilisée. Ça, c'est important. On travaille beaucoup dans des cadres collectifs. Grégoire a beaucoup insisté dessus sur l'attention portée aux gens, le soin porté à ce que chacun puisse se sentir autorisé à prendre la parole, à contribuer. Et ça, je pense que c'est vraiment des points de vigilance fondamentaux pour que on ne soit pas uniquement dans la réplication simpliste de temps collaboratif, mais que vraiment ces temps collaboratifs soient faits avec attention et soient vraiment, on va dire, pour qu'ils soient fertiles, il faut qu'on soit vraiment attentif et que on les conçoive avec soin. Et un des éléments importants là-dedans, c'est vraiment pour faire exister, émerger une communauté et la rendre solide dans le temps, il faut que ces attentions soient là. Et parmi ces attentions, il y a aussi l'intérêt de rendre ces démarches désirables, créer de l'enthousiasme. En fait, ça paraît un peu anecdotique de le dire, mais en fait, c'est loin de l'être. Fabriquer de l'enthousiasme dans des cadres, dans un contexte de coût budgétaire, c'est compliqué. Et pourtant, il va falloir, à un moment donné, réinsuffler de la confiance, réinsuffler la réassurance et des conditions pour que le travail commun puisse être rendu possible. Et c'est vraiment un terreau vraiment indispensable pour travailler avec les agents. Et l'idée, c'est pas de faire du one-shot, un atelier par-ci, un atelier par-là, mais au-delà de ça, d'avoir une notion de mobilisation dans le temps. C'est pour ça qu'on insiste sur le mot de communauté mobilisée, pour que ces communautés soient pérennes et soient encore vivantes après le départ de designers qui ont participé à l'élaboration d'un projet. Le design aide à produire des outils concrets orientés vers l'action collective dans la durée. Ça, c'est important, notamment quand on questionne des projets d'organisation, des projets d'établissement, etc. Le but, c'est pas de faire uniquement des ateliers confortables, agréables. Le but, c'est pas uniquement de faire des diagnostics participatifs, c'est aussi s'assurer que ces temps de travail atterrissent sur du concret. C'est-à-dire atterrissent sur de la prise de décision, atterrissent sur des outils qui vont permettre derrière de travailler et de mieux travailler ensemble, notamment des projets complexes.
Là, en l'occurrence, ce que vous avez à l'écran, c'est un travail qui est récent, qui a été mené sur les enjeux de l'eau, sur comment décrypter la gouvernance de l'eau de manière à ce que les élus de demain soient des élus plus équipés et avec plus en phase avec leur levier d'action. On insiste beaucoup, Grégoire l'a dit en introduction, sur la dimension concrète et sur la dimension transformative du design dépend aussi de l'attention portée à son atterrissage concret et pragmatique. Et donc, concevoir des outils en fait partie. On a parlé de simplification, on a parlé des équipements, on a parlé des projets d'organisation. Le design, c'est aussi projeter l'action dans une organisation dans des futurs incertains. On le voit dans le contexte actuel, un contexte de transition. Un des apports du design, c'est également aider les administrations à se projeter sur leur devenir. Grégoire a dit tout à l'heure la question, quels seront les métiers de demain, quels sont les outils de demain de ces administrations, parce que ces administrations pourront et doivent certainement se réinventer, parce qu'on n'a aucun doute sur le fait qu'elles soient indispensables. Donc, il faut les défendre et les aider à trouver où et comment doit se fabriquer cette indispensabilité. Et une des manières de faire ce travail, c'est de travailler sur ce travail de projection. Alors, le design aide à produire une veille créative et utile qui vous aide à ouvrir le champ des possibles. C'est quelque chose qui est travaillé depuis quelques années, tant dans des projets de prospective que dans d'autres projets. Un des apports du design, c'est sans doute celui de réinventer aussi le cadre de référence dans lequel on évolue. Apporter des références qui n'ont rien à voir dans des sujets complexes et des administrations, c'est une agilité que nous, entre guillemets, on a acquise assez naturellement parce qu'on nous a appris à faire de la veille et à être inventif. En fait, cette inventivité-là, on peut l'apporter au service de l'administration, pas en faisant de l'état de l'art, pas en faisant du benchmark, mais vraiment de la veille créative, c'est-à-dire comment on vient s'inspirer de champs exogènes pour s'inspirer de manières de faire, de méthodes, d'objets qui peuvent nous aider à inventer les administrations de demain. Et c'est un travail qu'on a plaisir à faire sur beaucoup de thématiques. Là, en l'occurrence, ce que vous avez à l'écran, c'est un travail qui a été mené sur la biodiversité dans le cadre d'un projet qui s'appelle Biodiversité administrative pour la Banque des territoires. Et il y a tout un travail qui a été mené sur les imaginaires de la biodiversité, de manière à se dire, mais en fait, si les actions qu'on réalise demain sont conditionnées par leur représentation, la représentation qu'on en a, en fait, changer et réinventer les représentations est vraiment indispensable pour réinventer le champ des actions possibles avec lequel on sera en familiarité et en confiance demain. Une partie du travail qu'on a réalisé. Le design aide à concevoir des outils et des méthodes ludiques qui permettent de se projeter. Le travail de projection, c'est pas un travail abstrait, c'est pas un travail littéraire. La projection sur le devenir d'une administration, c'est un travail concret. Grégoire l'a dit, des métiers, des outils, l'administration s'incarne. Et du coup, cette dimension se projeter et rendre concret ce travail de projection est pour nous vraiment indispensable pour rendre le sujet débattable. Voilà. Le but, c'est pas uniquement d'inviter des usagers et des agents à réfléchir ensemble, c'est créer les conditions que le débat puisse avoir lieu, qu'ils puissent s'approprier ces sujets, ces outils, rentrer dans leur complexité. Et le design peut aider à rendre manipulables ces grands concepts de manière à réinventer les administrations de demain. Le design aide à imaginer les objets qui incarnent une vision du futur. C'est important. Ce que vous avez à l'écran, c'est une capture d'écran issue d'une vidéo réalisée dans un projet de prospective sur l'avenir des retraites. En fait, le devenir d'une politique publique peut se représenter, gagnerait à se représenter pour que on puisse mieux comprendre les usages. C'est pas juste pour le plaisir de créer des belles images, c'est que derrière ces images se jouent des scénarios d'usage, se jouent des parcours de vie, etc. Donc, si on se donne pas les moyens de les représenter, sans doute qu'on passe à côté de certains sujets, de certaines contradictions des réformes de demain. Et imaginer les objets qui incarnent une vision du futur, c'est se donner les moyens d'être plus juste dans les orientations que l'on pourrait prendre dans la conception.
Et enfin, le design aide à créer les conditions concrètes du débat démocratique sur les futurs. Ça, c'est important. Encore une fois, le futur, c'est pas abstrait. Il est en grande partie déjà présent autour de nous. La question, c'est comment on crée des conditions pour qu'on puisse en parler. C'est pas que un travail de veille créative, c'est aussi un travail de rendre le sujet accessible pour que tout le monde puisse contribuer à inventer ce futur. Pas uniquement des experts, pas uniquement ceux qui ont le noble titre de prospectiviste ou de futuriste. Voilà, c'est aussi rendre l'exercice accessible à tout à chacun, aux jeunes, à une diversité de profils, de manière à ce que le futur de demain soit réellement débattu de manière démocratique aujourd'hui. Un petit mot sur l'image, c'est un travail de prospective territoriale sur l'avenir d'un territoire transfrontalier à masse. L'idée étant évidemment d'inviter des gens à débattre des propositions qui ont été co-conçues, de réussir à mettre tout le monde sur un même niveau d'information pour qu'on puisse, chacun puisse s'exprimer en connaissance des sujets. Et puis évidemment, il y a toujours cette question de passer aussi un bon moment. C'est important de pouvoir traiter ce sujet sérieux sans se prendre au sérieux. Et là, vous voyez derrière, il y a des appareils à raclette. Et c'est aussi une manière, voilà, de partager un moment ensemble qui soit convivial pour pouvoir parler d'un sujet aussi important que l'avenir du territoire. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, voilà, trouver des dispositifs qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour permettre à chacun de à la fois s'exprimer sur l'avenir de son territoire et passer un bon moment en le faisant. On a parlé des simplifications, des équipements, des futurs. Imaginez dessiner le futur d'un quartier ou d'un village avec ses habitants en tenant compte des contraintes écologiques. C'est important. L'objet ville, l'objet village, l'objet territoire est un des objets qu'on travaille beaucoup au sein de l'agence. C'est un des objets sur lesquels il y a beaucoup d'enjeux, notamment sur le volet écologique, et sur lequel du coup il faut vraiment s'intéresser, aux côtés peut-être d'autres corps de métier, les architectes, les urbanistes, les paysagistes. On pense que le design a vraiment une valeur ajoutée sur ce type de projet. Là-dessus, sur des projets, quand on pense l'avenir d'un quartier par exemple, l'idée est de venir en complément, comme disait Xavier, des métiers classiques pour pouvoir travailler sur les usages. Le premier élément qu'on peut faire, c'est poser un diagnostic sur les usages du territoire. Là, ce que vous voyez, c'est une déambulation, une balade avec à la fois des habitants, des gens, des collectivités et des experts. L'idée de ça est de comprendre comment le territoire, comment les gens saisissent les différents espaces, comment ils le vivent, et comment ce territoire ou cet espace peut évoluer au fur et à mesure du temps. On a quelque chose qu'on aime beaucoup qui s'appelle les chronotopies, c'est-à-dire de comprendre comment un même espace au cours d'une semaine ou d'un mois vit différemment. C'est pas la même chose d'être sur on travaille régulièrement sur des quartiers de gare. C'est pas la même chose de venir comprendre quels sont ses usages un lundi à 8h ou un dimanche soir à 23h. C'est pas les mêmes dynamiques. Et pour ça, en fait, ça demande pour pouvoir mieux concevoir l'avenir de cet espace-là ou cet espace public ou ce territoire, ça demande de comprendre quels sont ses usages réels. Et là-dessus, le design, c'est à la fois capter, comprendre, interroger quels sont ces usages et les transmettre et les traduire en un diagnostic qui soit utilisable par les autres corps de métier que j'ai cités précédemment et que ça puisse venir nourrir leur propre travail, enrichir leur conception. Je vais continuer si tu veux. Donc, notre travail de designer aide aussi à articuler prospective, expertise et concertation pour imaginer des visions d'avenir soutenables et partagées. Là, il y a un vrai sujet de réussir, on en a déjà beaucoup parlé, mais de réussir à articuler expertise et concertation. On voit que dans beaucoup de cas, c'est quelque chose qui fonctionne assez ou pas assez bien, on va dire, où en fait, on donne la parole à des habitants sans être réellement sûr de pouvoir faire atterrir ou prendre en compte les enseignements de la parole collectée. Et donc, nous, notre travail en tant que designer, c'est de faire vraiment attention, comme je le disais précédemment, à réussir à faire le lien entre les deux. C'est-à-dire, en fait, de se dire, il faut réussir à se projeter. Pour ça, il faut faire dialoguer expertise et concertation.
Et en fait, c'est parce qu'on arrive à travailler ensemble, parce qu'on arrive à trouver des outils, des méthodes, des représentations de travail collectif qu'on va réussir à imaginer des visions d'avenir soutenables et partagées. Et pour ça, la forme, le métier de designer peut avoir a des vraies ressources et peut permettre de faire ça, là où peut-être se passer du design peut créer des frustrations ou des incompréhensions. Le design aide à imaginer des solutions concrètes avec les élus, les agents, les habitants et l'ensemble de la société civile locale. À nouveau, je reviens sur ce que je disais précédemment, solution concrète, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on sollicite les gens, on va aller jusqu'au bout de la proposition qui nous est faite et qui est co-conçue. Il y a un vrai travail d'instruction des propositions citoyennes. Ce que vous avez sous les yeux, c'est imaginer l'avenir dans un quartier, de vérifier comment est-ce que, en fait, on s'assure que non seulement la construction du quartier, la mobilité, quand je dis construction, c'est vraiment les matériaux, la mobilité et sa programmation permettent ou soient écologiques, mais de vérifier aussi que les modes de vie dans ce quartier écologique le soient également. Et là-dessus, on va travailler avec des habitants, des acteurs locaux et les collectivités pour imaginer des solutions qui soient les plus concrètes possibles. Une fois que le travail de co-conception est fait, il y a un long travail d'instruction, c'est aller vérifier comment ça atterrit réellement dans des services, dans des politiques publiques existantes, quelles sont les gouvernances de ces propositions, comment est-ce qu'elles rentrent dans des fiches de l'eau, dans des plans. Pour nous, c'est voilà, ce travail ensuite de vérifier que la parole citoyenne a réussi à atterrir dans quelque chose qui soit le cahier des charges architectural d'un bâtiment nous semble indispensable et ce travail doit être mené jusqu'au bout. Ça, on a déjà un peu parlé, mais le design outil la maîtrise d'usage pour enrichir la conception des maîtrises d'œuvre. Très important. Il ne s'agit pas juste d'aller demander l'avis aux gens et de le balancer aux architectes. Ça ne marche pas. Il faut faire en sorte que ce qu'on collecte du terrain soit exploitable techniquement par les gens avec qui on travaille. On a une vraie mission de mettre de l'huile dans les rouages et de s'assurer qu'en fait le travail de terrain soit réellement utilisable. Ça demande de comprendre les métiers avec lesquels on travaille. On ne les remplace pas, on les comprend. Nous avons au sein de Vraiment, par exemple, des architectes, des urbanistes et des paysagistes, pas pour faire le métier des paysagistes et des urbanistes à leur place, mais pour s'assurer que l'articulation et le tuilage avec les autres expertises se fassent réellement bien. S'assurer qu'en fait, la maîtrise d'usage, ce qu'on va sortir, ce qu'on va identifier sur le terrain, puisse être exploitable par les maîtrises d'œuvre classiques. Un point qui est extrêmement important pour nous, le design aide à travailler les propositions citoyennes pour les intégrer dans des plans. Dans les plans, les documents directeurs. Et bon, voilà, une petite question sur la fin de phrase. Là, ce qu'on veut dire par là, c'est que en fait, le travail qui est mené doit aussi atterrir dans des schémas directeurs. Ça peut être les PLU, les SCOT. Et ça demande à nouveau de faire ce lien entre expertise d'usage et documents, schéma directeur ou documents qui peuvent être très administratifs. Et ce lien-là demande à la fois de connaître le travail de design, le travail d'analyse des usages et le travail d'une administration, son fonctionnement, le travail d'une collectivité et ses outils pour réussir à faire intégrer les propositions citoyennes dans les outils des administrations. Ça, c'est vraiment important, ça nécessite de les connaître. On ne peut pas arriver et proposer des choses dont on n'est pas sûr qu'elles soient de la manière dont elles vont atterrir dans des schémas directeurs. Cette compréhension à la fois des usages et du fonctionnement et des documents et des schémas directeurs d'une collectivité est extrêmement important pour pouvoir mener un projet qui atterrisse et qui soit réellement efficace. Le design aide à tester des nouveaux usages sur le terrain pour préfigurer les aménagements de demain. Évidemment, là, on parle beaucoup de concertation, de propositions, et de leur atterrissage, mais entre les deux, il y a le moment où on va vérifier, on va tester les hypothèses qui sont issues des moments de concertation ou de co-conception sur le terrain. Ça veut dire prototyper. Là, on vous parlait tout à l'heure d'urbanisme transitoire. Typiquement, c'est un exemple. En fait, on va vérifier que ce qu'on imagine ensemble être les conditions pour permettre de faire émerger des modes de vie écologiques soit réaliste, applicable, désirable et s'assurer de l'appropriation des habitants et des futurs habitants de ce dispositif-là. Pour ça, plutôt que construire et vérifier a posteriori que l'argent et les ressources
et les travaux qu'on a faits sont inutiles, il faut mieux le tester. Là, vous voyez quelque chose qui est testé de manière extrêmement simple. Il s'agit d'un quai, d'une navette autonome. Et l'idée est de vérifier que les différents éléments du quai, les services qui sont proposés, son aménagement, fonctionnent et permettent réellement l'usage de cette navette-là. Et sur le terrain, avec des chaises, du carton, parfois du bois, avec du mobilier qui peut être transitoire ou transitoire qui dure. Pourquoi faire quelque chose qu'on détruit si ça peut être permanent ensuite, mais nous permet d'ajuster, de régler finement les différents dispositifs qu'on peut mettre en place et, comme je disais, vérifier leur appropriation et leur désirabilité avant un déploiement permanent. Voilà, quelques exemples de projets et de sujets sur lesquels nous pensons que le design peut travailler, ou en tout cas nous pensons que le design peut être utile à l'action publique, aux acteurs publics, aux administrations, aux collectivités. C'est des choses qui ont déjà été faites, mais l'idée aussi est de se projeter et de voir ce que nous pourrons faire demain. Un petit mot rapide là-dessus. Pour nous, un des vrais champs qui s'ouvre demain va être celui des soutenabilités. Le design, selon nous, peut aider les élus et les agents publics à naviguer dans un champ de contraintes qui ne fait que durcir. On le voit en ce moment avec les questions budgétaires, les questions de transition écologique, pour mieux articuler les soutenabilités entre elles. S'assurer qu'un projet s'assurer qu'en fait un projet soit à la fois soutenable démocratiquement, soutenable budgétairement, soutenable écologiquement, et parfois soutenabilité sont difficilement conciliables. Nous pensons que le design a une véritable fonction, en tout cas pourra aider demain les agents publics à concilier les soutenabilités entre elles. C'est un sujet qui nous est cher d'explorer ça. Nous avons, il y a quelques semaines, lors de la France Design Week, mis en place une exposition sur design et soutenabilité. Et je vois la vidéo de Romain qui arrive. Peut-être, Romain, veux-tu dire un mot sur la soutenabilité? Si tu voulais un peu de relais. Donc, effectivement, dans le cadre de la France Design Week, on a organisé une exposition et un débat autour du rôle et des capacités, des contributions possibles du design dans l'articulation de ces soutenabilités entre elles. J'ai mis dans le chat l'origine de ce travail sur les soutenabilités, qui est un rapport de France Stratégie qui date un peu maintenant du début des années 2020. Et donc l'idée, c'est de dire que l'action publique en fait, fait régulièrement face à des conflits de soutenabilité, entre soutenabilité écologique, soutenabilité démocratique, sociale, territoriale. On a rajouté, parce que vous l'aurez compris, c'est important pour nous, soutenabilité professionnelle, notamment pour les agents publics. Et non pas que le design est aujourd'hui on se toute faite à ça et que si on mobilise le design, on est sûr de réussir, mais il nous semble qu'il y a quand même des contributions dans la manière de renouveler la façon de poser les questions, dans la manière de renouveler l'association des parties prenantes, que le design a des choses à dire là-dessus. Je ne sais pas si vous avez été là le 17 septembre et que vous avez pu voir cette expo. On va peut-être la ressortir parce que on en était assez content et on a réussi à la préserver en bon état. Et ça nous paraît, en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui irrigue pas mal nos différents projets, parce que c'est une grille de lecture, une boussole qui apporte pas de réponse, mais qui pose différemment les questions. Pour pouvoir faire tout ça, voilà quelques conseils, si on peut se permettre d'en donner. Rester réflexif, continuer à s'interroger. Nous, on passe beaucoup de temps à essayer de discuter avec nos pairs, avec d'autres métiers, d'autres personnes pour continuer à réfléchir, s'assurer qu'on aille dans la bonne direction, se réinterroger sur ce qu'on peut faire et sur ce qu'on a fait. Continuer à être exigeant sur les valeurs des projets qu'on porte, très important, s'interroger beaucoup sur le long terme de ce qu'on est en train de développer, et évidemment sur la qualité de conception. On reste designer, pour nous la forme est importante, l'esthétique est importante, et produire des choses qui soient pratiques à utiliser tout en étant formellement agréable reste quelque chose sur lequel on porte une exigence la plus forte possible. Et puis, continuer à articuler la coopération et la compétition entre acteurs, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes une agence privée parmi d'autres agences privées. Hein, vous connaissez peut-être les Sismo, où sont les Dragons, Itinéraire Bis,
pratico-pratiques, qui sont à la fois nos collègues, nos partenaires et nos concurrents. Mais c'est important qu'on continue à travailler, à progresser ensemble. C'est des gens avec qui nous avons des échanges entre des compétitions sur des marchés publics pour pouvoir continuer à faire évoluer cette rencontre entre design et action publique. Envie d'aller plus loin? Peut-être un mot avant de passer aux questions. On est dans les temps, il restera une demi-heure à peu près. Alors, je ne sais pas par quel chemin vous êtes arrivé jusqu'à ce webinaire, mais si jamais vous vouliez aller plus loin tout au long du mois de l'innovation publique, il y a différentes occasions. On va tenir des permanences en visio chaque vendredi matin. Je vous mettrai le lien pour s'inscrire dans le chat. Alors, c'est des permanences qui sont plutôt réservées aux acteurs publics, à d'éventuels commanditaires ou, sans que ça doit déboucher sur une commande, plutôt à des gens qui, côté action publique, côté acteurs d'intérêt général, ont un besoin d'aide pour formuler différemment une question, etc. Ce ne sont pas des permanences dédiées à des gens qui voudraient rentrer chez Vraiment Vraiment. On a eu beaucoup de demandes la semaine dernière là-dessus. Il y a d'autres canaux pour ça. Donc, il y a chaque vendredi matin, et ça commence demain matin, il en reste un ou deux, je crois, libre demain. Chaque vendredi matin, 2 heures de créneau par créneau d'une demi-heure. On aura un stand au Salon des maires et des collectivités locales, 18, 19 et 20. Donc, c'est pareil, on peut s'y retrouver. Là, pour le coup, que vous soyez designer et de passage au salon, ou vous soyez une collectivité locale. Je ne l'ai pas mis, mais on aura également un stand à la Kermesse de l'immobilier social et solidaire, la KISS, à Césure, le 27 novembre. Là encore, c'est plutôt la partie territoire, bâtiment, immobilière qui vous a intéressé, qui vous intéresse dans la présentation. C'est l'occasion de s'y voir. Nous publions une infolettre parfaitement irrégulière dans laquelle il y a des éditos, un projet VV raconté plus ou moins au long cours et un peu de veille. Je vous mettrai le lien également. Nous sommes sur LinkedIn, sur Instagram. Si vous voulez candidater, il y a une adresse qui est venezdoncadvrementvraiment.com. Mais sachez que la plupart de nos offres d'emploi sont publiées sur les réseaux sociaux. Si vous ne voyez rien passer, c'est probablement qu'on n'a pas de poste ouvert en ce moment. Et pour toute autre question, vous pouvez nous écrire à contact@vrementvraiment.com. Merci beaucoup. On termine cette photo parce que, évidemment, tout ça est un travail d'équipe. Et voilà, dernière photo d'équipe en date de Vraiment Vraiment. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je crois que quelqu'un a levé la main déjà. Ah non, c'était peut-être un applaudissement déguisé en levage de main. Corentin a une question. C'est une erreur, pardon. Corentin n'a pas de question. N'hésitez pas. Hein. Je vais couper le partage. Ça va être plus moche pendant quelques instants. Bonjour, moi j'en ai plein des questions. Merci. Vous avez parlé de chronotopie tout à l'heure. Je voulais savoir si vous êtes consulté sur des projets de mutualisation de lieux, de diversification des usages de lieux. C'est un grand sujet que nous portons, effectivement. Nous avons même développé un outil qu'on a appelé l'Intensiscore. L'idée est de vérifier, de mesurer de manière très quantitative et assez précise l'usage de lieux, de bâtiments, d'espaces dans les bâtiments pour pouvoir avoir une meilleure compréhension de la manière dont un bâtiment peut être utilisé. C'est à la fois des capteurs de passage, c'est aussi une analyse des flux de consommation, de l'eau, de l'électricité, qui nous permet d'avoir une approche très technique de l'usage d'un lieu pour ensuite nourrir un travail d'intensification des usages, c'est-à-dire de réussir à faire en sorte que des espaces qui ne seraient pas utilisés à certains moments et beaucoup à d'autres puissent être mutualisés et gagner en mètres carrés dans un espace notamment urbain où le mètre carré peut être cher et rare. Et notamment aussi dans des cas de transformation, ça nous arrive de travailler là-dessus, de déménagement d'administration dans des nouveaux bureaux.
Donc oui, c'est un sujet qu'on porte assez fortement, voilà, toujours dans une optique à la fois d'intensification d'usage et d'amélioration des conditions de vie ou de travail des usagers ou des habitants. Ok, super, merci. Je crois que Charlie a une question. Oui, bonjour à tous. Merci, c'était super. Moi, j'ai une question par rapport à la diversité des projets montrés et des échelles d'intervention entre les métropoles, la 27e région et puis tous les territoires. Je voulais savoir dans quelle mesure vous travaillez avec les CAUE dans vos actions et comment ça s'articule. Je vous y aller, Xavier? Non, vas-y, je Je n'aurai pas de réponse précise là-dessus, ça dépend un petit peu des cas. Parfois, on intervient pour des CAUE dans les projets qu'on mène. Parfois, on les sollicite en tant que participants à une démarche. Mais à mon souvenir, mais peut-être que je vais dire une bêtise, on n'a pas de travail directement avec ou pour les CAUE. Ils sont plutôt inclus dans les démarches qu'on peut mener. Ok, ben merci, mais c'est inspirant. À Merci. bientôt. Chloé, ouais. Je voudrais savoir, en fait, je me pose une question, vous avez parlé de prototypage, je comprends très bien. Moi, je suis urbaniste, je travaille beaucoup en rénovation urbaine et je sais que le temps peut être très long pour qu'un lieu change d'image, qu'il redevienne fréquenté, etc. Et ma question est la suivante, comment est-ce que vous pouvez conclure après un prototypage, savoir si l'endroit, les usages, son aménagement, etc. sont adaptés sur un temps relativement court? Alors, pour l'instant, on est assez rarement sur des temps courts quand on travaille sur des projets d'urbanisme, sur des projets d'aménagement urbain. On travaille sur toute la durée. Par exemple, en ce moment, on travaille pour la Samoa sur l'île de Nantes. Le projet va durer évidemment pendant le temps de conception, mais aussi pendant le temps du chantier. Donc, ça s'inscrit sur des temps qui sont relativement longs. Ensuite, le prototypage est rarement seul, c'est-à-dire qu'en fait, je vous ai parlé des éclaireurs tout à l'heure, ces gens qui rentrent dans le projet par le biais des heures d'insertion sont aussi des gens qui vont pouvoir nous aider à la fois activer des prototypes ou aller Bonne journée. vérifier s'ils sont utilisés, quand, par qui. Enfin, voilà, faire ce travail aussi avec. Ah, on a on va couper le micro qui du bruit. Voilà. Bon, c'est fait. Merci. Et qui nous permettent d'aller parfois sur des temps qui peuvent être pour nous courts, c'est quelques mois, hein, très court, c'est 6 mois, quoi. De vérifier si les choses fonctionnent ou pas. Et en fait, ça nous permet aussi tout ce qu'on conçoit et on appelle ça manu portable, c'est-à-dire qu'en fait, tout le mobilier qui est dessiné et qui est mis en place CVV est facile à déplacer. Et parfois, on se trompe. Le positionnement d'un banc dans une résidence est un vrai sujet de débat parce que il est toujours trop près des habitations et toujours trop loin des habitations en même temps. Et donc, ces réglages-là, le fait d'avoir des éléments qui sont déplaçables facilement, qu'on peut réagencer, c'est comme ça qu'on construit nos mobiliers, permet d'aller petit à petit affiner ça. Et souvent, comme je vous le disais, on le fait avec des acteurs locaux. Alors, le fait d'avoir des gens en insertion est un vrai facteur d'aide parce que à la fois il y a une quotidienneté du projet et puis il y a aussi des gens qui ont une autre vision sur le projet qui nous aident à comprendre aussi les usages. Mais on a également cette idée d'activation. Souvent, notre travail est aussi de rencontrer des acteurs locaux et de dessiner avec eux des éléments dont ils peuvent avoir besoin pour activer eux-mêmes des espaces publics ou des usages. Donc, c'est rarement nous qui le faisons nous-mêmes, mais plutôt on va outiller des personnes qui seront en mesure de porter ces activations et ces tests avec nous. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. J'ai répondu aux questions sur les aides aux collectivités pour travailler avec nous dans le chat. Concernant la Fabrica Initiative, personnellement, je ne connais pas, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà travaillé avec, mais je ne sais pas, Xavier et Grégoire, si vous avez… Non, ça ne me dit rien non plus. Laure? Laure. Oui, bonjour. Moi, je voudrais revenir sur vos projets liés aux organisations et notamment sur votre recul par rapport au fonctionnement dans le temps.
vous arrivez, vous travaillez effectivement avec des équipes, les équipes bougent, sont mouvantes, on est quand même dans un milieu toujours sensible sur les organisations. Comment vous arrivez à mesurer cet impact dans le temps? Est-ce que vous avez du recul? Est-ce que vous êtes rappelé parfois? Est-ce que vous vous appuyez que sur de la méthodo ou lorsque les gens sont amenés à quitter l'organisation et sur lesquels reposent ces mutations partent, est-ce que ça tient dans le temps? Enfin, toutes ces questions-là liées plutôt parce que ce sont des chamboulements forts parfois, mais qui sont parfois reposent sur des individus et des personnalités fortes ou qui incarnent ce changement. Et lorsque ça bouge, est-ce que ça suit? Est-ce que l'outil suffit, etc. Voilà. Non, très bonne question. Effectivement, les organisations changent et parfois à une grande vitesse. Et c'est effectivement une des limites ou une des contraintes avec lesquelles il faut composer. Alors, est-ce que nous, on travaille sur le temps long? Ça dépend et c'est assez rare qu'on travaille à part sur des projets urbains qui sont, fondamentalement inscrits sur des temporalités très longues, sur des projets d'établissement, etc. C'est plus complexe. Donc, en général, on intervient plus ponctuellement sur des phases d'émergence, d'élaboration, définition de ces projets d'organisation. On est sur. Alors, qu'est-ce que c'est ponctuellement? Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an ponctuellement. En tout cas, c'est pas 3 ans d'accompagnement. Ce qui m'amène du coup à la remarque suivante qui est, vous avez raison de dire que ça repose sur des personnes, d'où l'intérêt de construire des communautés. C'est-à-dire, en gros, le but pour nous, c'est de dire ce qui est peut-être impulsé au début, effectivement, par une personne, en fait, c'est très fragile si ça maintient et ça continue à l'être. Le but pour nous, c'est très vite de valider et de constituer avec l'équipe projet du coup une communauté autour de cette initiative de manière à ce qu'elle ne s'essouffle pas ou elle ne disparaisse pas avec le départ d'une personne. C'est pour ça que toute la dimension collaborative, fabriquer des instances, ça on l'a pas dit, c'est peut-être une précision utile à préciser maintenant. Quand on est sur des projets d'établissement, pour prendre cet exemple-là, on est amené à créer par exemple l'assemblée des agents ou l'assemblée des usagers, c'est-à-dire en gros de tenter de fabriquer des objets qui vont s'inscrire, alors, qui vont dialoguer avec l'institution, pas s'inscrire dans un organigramme, ce serait trop prétentieux, mais en tout cas d'afficher un objet qui a une forme de pérennité dans le temps, de manière et créer les conditions de dialogue avec ce planning, cette feuille de route à cette assemblée, pour s'assurer qu'effectivement elle ne disparaisse pas. Mais comme vous le dites, on n'est pas complètement dispensé du risque d'essoufflement. C'est quelque chose qui est omniprésent dans ce genre de démarche. La réponse qu'on y apporte, c'est la dimension par le collectif, par la communauté. Et effectivement, l'outil, puisque vous avez nommé cet objet-là, est un des leviers intéressants, mais effectivement, un outil n'est pas autoportant. Il faut des gens pour les développer, s'acculturer, l'utiliser. Et donc, c'est vraiment pour nous la communauté l'objet principal de levier de travail sur le long terme. Après, sur la partie évaluation de l'impact, c'est toujours quelque chose qui est complexe pour nous, déjà parce que on n'a pas toujours les moyens de revenir et de mesurer l'impact. Et parfois, ça nous est formellement interdit. C'est-à-dire que il est parfois dans certains cas où en fait nous n'avons pas les moyens de revenir dans un service ou même pour des questions de confidentialité. En fait, nous ne devons pas garder les différents éléments du projet qui a été mené. C'est pour ça que la question de l'évaluation d'impact, elle est toujours complexe. On nous la pose à nous, sans la poser aux administrations qui nous emploient. Et là, c'est peut-être un mot qu'on peut faire passer. Si vous êtes acteur public, n'hésitez pas à mettre dans vos cahiers des charges et dans vos clauses techniques et particulières de marché public, le fait qu'il faille avoir un travail d'évaluation d'impact et peut-être de reprise ou d'accompagnement à l'évolution du projet. On le voit arriver de temps en temps. En fait, il faut revenir 1 an après, avoir un travail, reprendre une journée pour éventuellement remobiliser les gens ou représenter le projet ou le faire évoluer en fonction de son déploiement. Mais c'est assez rare. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être un effort conjoint. Nous mourrons d'envie de le faire. Déjà, ça nous aimerait pouvoir nous-mêmes améliorer notre travail. Et puis ensuite,
nous avons besoin que cet élément-là soit intégré. C'est compliqué pour nous de garder les contacts et de rappeler quand il y a eu de très bons échanges de travail, quand le partenariat s'est très bien passé, on le fait, ça se fait assez naturellement. Parfois, il y a des suites de missions, parfois même on reste en contact avec les porteurs de projets. Mais de temps en temps, on impulse quelque chose et on nous demande, ou on se retrouve à être sortie du dispositif. Et là, on peut difficilement revenir et vérifier ce qui a été fait. Ça peut revenir par la bande autrement, mais voilà. Donc là, plutôt l'invitation est lancée. Si vous rédigez un marché, réservez une partie du budget sans en prendre sur les autres éléments, hein, s'il vous plaît, pour qu'il y ait un travail d'évaluation, je ne sais pas, 3, 6 mois, 1 an ou 2 ans, du projet qui a été mené. Je vous remercie. Chloé. Est-ce qu'il y a Oui. une question dans le chat aussi? Non, bon, on va faire passer Regina peut-être, alors j'ai déjà été une gourmande. Ah oui, pardon. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'aimerais avoir vos conseils sur la manière d'adopter la bonne attitude et posture face aux personnes qui ne sont pas designers et qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait et la valeur de ce qu'on fait. Je commence, après Xavier, tu pourras compléter. Je pense qu'il ne faut pas être pressé. Je prends par exemple un exemple lors d'un projet d'accompagnement d'un territoire rural où je n'ai pas essayé de convaincre les habitants de la valeur du design pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un mot anglais. La deuxième, c'est que c'est parisien. C'est compliqué d'essayer d'imposer ça en début de projet. J'ai accepté les critiques, je les ai prises sans y répondre. Et puis, en travaillant de la manière la plus honnête possible, à essayer d'écouter leurs besoins, de proposer des solutions et de les travailler avec eux. Et a posteriori, enfin plutôt en fin de projet, quelqu'un est venu nous dire au départ, je suis venu vérifier votre action pour être sûr que vous ne nous imposiez pas les trucs de Parisiens alors que vous n'y connaissez rien. En fait, j'ai compris que vous nous avez aidé à formuler nos besoins et y répondre. Et en fait, mon conseil serait de dire ne soyons pas trop patients et n'essayons pas de convaincre les gens dès le début. Acceptons que puisse nous faire des reproches, parce qu'il y a beaucoup de reproches à nous faire aussi. Je pense que parfois, design thinking au début, ça a pu faire beaucoup de mal, certains cas. Parfois, des projets de participation citoyenne ont pu aussi être apporter une vision négative de ces démarches-là. Donc, on peut aussi débarquer dans des endroits où, en fait, il y a déjà un a priori négatif par rapport à ce qu'on peut déployer. Et là, dans ces cas-là, il vaut mieux faire son travail et à la fin dire, voilà, c'est ça que je vous invite à ne pas essayer de convaincre trop au début. Ce serait beaucoup d'énergie pour quelque chose qui va venir petit à petit si le travail est bien fait. Okay. Il y a beaucoup de fois où on ne parle pas de design parce que ça nous joue plus des tours qu'autre chose. Voilà, ça nous ramène à la représentation de ce que les gens ont sur le métier, sur ce que c'est. Et ce serait trop compliqué, voire inutile, de tenter d'en faire la démonstration. Plutôt l'approche par qu'est-ce que ça fabrique, la méthodo et le fond du sujet. Tout simplement, s'autoriser à questionner les sujets indépendamment des chapelles qui le questionnent. Mais pour te dire, je suis complètement solidaire de ta question, c'est compliqué. Et donc parfois ne pas en parler est aussi la meilleure manière de parler, ce qui ne peut pas être un conseil à généraliser. Ok. Il y a une question sur le lien sur la différence entre le lien en fait entre design public et innovation sociale. Le lien, moi j'aurais tendance à dire que il y a beaucoup de projets qui le design fabrique beaucoup de transformations sur le territoire. Le but, c'est pas de fabriquer et de livrer des objets, mais d'accompagner des transformations. Et parmi les acteurs sur le territoire qui sont bien ancrés sur des projets de transformation, notamment sociale, c'est tous les acteurs de l'innovation sociale. Et donc nous, le lien, en fait, c'est plus un lien où parfois on travaille avec eux, on tente de les inclure, ou inversement.
les acteurs peuvent venir nous voir. Et du coup, je pense que c'est plus dans une logique de on peut travailler avec. Et parfois, c'est sans doute ça qu'il faut viser. Mais on n'est pas un acteur au stricto sensu de l'innovation sociale. Il y a déjà c'est un métier, c'est le champ des communautés qui sont établis. On ne vient pas en substitution. Par contre, on peut travailler avec. Et il y a plein de projets sur lesquels travailler avec des associations, des acteurs locaux qui sont sur le long terme ancrés de manière pérenne est extrêmement important. Et donc, ça nous amène à élargir dans certains projets on va dire l'écosystème des acteurs avec lesquels on travaille. Voilà. On travaille pour les administrations et les acteurs publics. Et dans le cadre de ces plans de projets, on inclut à l'intérieur les communautés qui portent des projets d'innovation sociale. Et donc, voilà. Leur ancrage territorial fait que ces projets sont beaucoup plus pertinents avec eux que sans eux. Après, alors je profite de cette question pour dire deux choses. La première, c'est que parfois, d'autres designers ont d'autres approches. Nous avons des collègues qui sont très impliqués sur un territoire en local, pour le coup là, qui sont plus proches de cette question-là. Et puis ça me permet de dire qu'il y a aussi différentes formes. Le travail, la rencontre entre design et action publique prend différentes formes, notamment en ce moment, et on voit que ça s'est largement développé. Je vous parlais de la transfo, excusez-moi, au tout début, ce projet de création de labos d'innovation au sein d'une région. Aujourd'hui, il en existe beaucoup qui ont différentes formes, différentes tailles, différentes capacités d'action dans les différentes administrations qui peuvent être centralisées ou déconcentrées ou décentralisées. Et il y a, je crois, la DITP compte 152 laboratoires d'innovation, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de designers. Ça commence à arriver aussi, des designers qui travaillent depuis les administrations, dans les administrations. Ce qui aussi permet de porter d'autres types de projets, et peut-être des projets qui sont plus proches de l'innovation, qui sont des projets d'innovation sociale. Voilà, c'était aussi l'occasion de vous dire que la forme agence privée qui travaille, qui travaille par appel d'offres sur des projets, n'est pas la seule forme de design d'action publique, de design de politique publique. Il reste 8 minutes, peut-être le temps d'une ou deux dernières questions, ou alors on va déjeuner pour celles et ceux qui ne l'ont pas fait et prendre un café pour les autres. Eh ben, Alors, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour vos questions. On espère que ça vous a plu. On espère qu'on a pu apporter des réponses ou des propositions, même si vous étiez, comme je le disais au début, un public assez diversifié. Voilà, j'espère que tout le monde y a trouvé son compte. Et puis, on vous invite à jeter un coup d'œil sur les différents événements du mois de l'innovation publique, qui est un mois intéressant à tout point de vue. Merci beaucoup. Bon appétit tout le monde.